Hop, c'est parti, c'est Parfait. lancé. Eh bien, Adrien, c'est à toi. Ok. Alors, je vais juste voir si je suis dessus. Ouais, je suis dessus. Donc, je m'appelle Adrien Fillon. Je suis doctorant à l'Université d'Aix-en-Provence. L'autre a mis en évidence votre vidéo. Ah, ok. Désolé. Je suis doctorant à l'Université d'Aix-en-Provence en psychologie sociale appliquée et je fais ma thèse dans un organisme de formation. Donc, c'est une thèse en 3 ans. Et la première partie de ma thèse concernait en fait l'utilisation de la gamification par les formateurs en fonction des formations. Donc, il y avait des formations en management, des formations vraiment très techniques, des formations métiers, des formations aux normes ISO. Il y a vraiment plein de formations différentes. Et l'idée, c'était de voir comment les formateurs réussissaient à mettre de la gamification à l'intérieur de leur formation. Et maintenant, cette dernière année, le fan club d'Adrien cette dernière année, je travaille surtout sur la créativité de groupe. Et les participants vont générer des idées et comment cette génération d'idées va être modifiée par rapport en fait, durant le cours de la génération d'idées. Voilà pour les thématiques. J'avais mis sur la droite @adéfiant. Moi, je suis assez actif sur Twitter. Si vous êtes sur Twitter aussi, n'hésitez pas à m'ajouter. Et en fait, la plupart des chercheurs sont aussi sur Twitter. On échange beaucoup via Twitter. C'est un peu le réseau social de référence pour les chercheurs, avec un autre réseau qui là est vraiment fermé aux chercheurs, qui s'appelle ResearchGate. Mais vous pouvez aussi trouver des articles scientifiques sur ResearchGate si ça vous intéresse d'aller regarder. Voilà. Et aujourd'hui, donc, je vais vous présenter 2 articles. Donc, le premier, c'est sur la gamification en tant que système hédonique et utilitaire. On va un peu définir les termes après. Et le deuxième, c'est la gamification, la motivation en tant que satisfaction des besoins, sous-entendu des besoins fondamentaux, des besoins psychologiques fondamentaux. Donc, on discutera un peu de ce que c'est aussi du coup dans cette deuxième partie. Et donc, on est parti pour la vulgarisation du premier article. Donc, dans le jeu, dans le game, on va retrouver un certain nombre de caractéristiques. La maîtrise, donc le fait de maîtriser son environnement, le fait de maîtriser son avatar, de maîtriser le gameplay, etc. La compétence, le fait de se sentir compétent, de réussir des objectifs, de réussir à battre un boss ou quoi que ce soit. L'amusement, et souvent, on va d'ailleurs le voir par la suite, l'amusement, ça fait quand même partie des choses qui reviennent le plus souvent quand on parle de gamification, alors que finalement, ce n'est pas forcément le point central des jeux. L'immersion, et là aussi, on en reparlera beaucoup à la toute fin, parce que l'immersion, ça paraît intéressant quand on parle de jeu, mais en fait, il y a pas mal de problématiques qui sont associées à l'immersion. Et l'idée de l'immersion, c'est l'idée de se sentir dans le jeu et non pas sur sa chaise de bureau quand on est en train de jouer, par exemple. Et le flow, alors le flow, c'est différent de l'immersion. Le flow, c'est vraiment un état de concentration où on oublie le temps qui passe quand on fait une activité, mais qui n'est pas forcément du tout liée au jeu. On peut être dans le flow devant un tableau Excel ou quoi que ce soit. Il y a pas de relation directe avec le jeu, mais quand on joue, souvent, on est dans le flow. C'est plutôt cette relation-là. Donc tout ça, c'est des caractéristiques de comportement liées à la motivation intrinsèque. Et donc, pour définir rapidement ce que c'est que la motivation, parce qu'il y a plein de chercheurs qui ont défini de plein de manières différentes la motivation, mais en gros, ce qui revient le plus souvent, c'est que la motivation, c'est ce qui prépare, c'est ce qui va expliquer un futur comportement. Motivation intrinsèque, c'est ce qui va préparer un futur comportement, mais qui est lié à soi. Et la motivation intrinsèque et la motivation extrinsèque, c'est qui est lié à l'environnement ou à l'extérieur. L'expérience gamifiée, c'est une expérience qui va jouer justement sur tous ces types de motivation. Et c'est ça qu'on va essayer de définir par la suite durant cet article, dans cet article. La gamification, par rapport à cette expérience gamifiée, c'est une approche du design, c'est une approche de la conception de système ou de service qui fait entrer cette expérience gamifiée dans ce système ou dans ce service. Donc, on va designer une expérience, on va concevoir une expérience qu'on va amener dans un système ou un service. Et ce système ou ce service a un objectif propre qui n'est pas un objectif qui est que de jouer. Et donc, pour le faire plus simplement, on va avoir un système hédonique et un système utilitaire. Le système hédonique, c'est un système qui est là pour amuser, motivation intrinsèque. Et un système utilitaire, c'est un système de motivation extrinsèque, donc de productivité. Et ça amène un système gamifié. Donc, un système gamifié, un système lié à la gamification, pour le dire, comment je pourrais trouver un terme, pour le dire simplement, c'est le fait d'améliorer la productivité par l'amusement.
pas que l'amusement, mais en grande partie l'amusement, en fait, par des caractéristiques hédoniques. Et pour dire simplement, l'hédonisme, c'est le fait de s'amuser. Dans l'article, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris une conceptualisation qui est vraiment une conceptualisation qu'on utilise beaucoup dans le milieu de la gamification, qui a été fait par Amari et Deterding, qui sont vraiment deux grands chercheurs fondamentaux dans la gamification. Et en gros, pour eux, la gamification, ça suit un contexte dans lequel il y a trois dimensions différentes: les affordances, les conséquences psychologiques liées à ces affordances et les conséquences comportementales liées à ces conséquences psychologiques. Et en fait, tout le reste de l'article va être un détail d'explication de qu'est-ce que c'est que ces trois dimensions-là. Juste pour, moi, je pense que conséquences comportementales, ça va être des comportements. On va expliquer quel comportement c'est. Conséquences psychologiques, bah, ça va être tout ce qui va être lié à des cognitions, tout ce qui va être lié à des émotions, tout ce qui va être lié à des émotions et des cognitions, en fait, à ce qu'on va faire avec la motivation, l'engagement, etc. Et l'affordance, c'est les caractéristiques de l'expérience qui suggèrent un usage. Donc, je vous ai mis quelques exemples parce que ça parle un peu plus. Ça, c'est une mauvaise affordance. C'est une porte dans laquelle on y écrit push et en fait, il y a un levier. On comprend très vite qu'il faut tirer et pas pousser. Et ensuite, des affordances plutôt numériques. Ici, par exemple, c'est une affordance parce que le accept est en blanc et donc notre œil est attiré par le fait de cliquer sur accepter. Donc, on comprend qu'ici, c'est un bouton et que c'est un bouton sur lequel on va pouvoir cliquer. Et un dernier type d'affordance qui est en fait une mise en lien d'une mauvaise affordance et d'une bonne affordance, mais ça reste un détail, mais c'est un détail qui est important, c'est que quand on veut se connecter à une application, eh ben, on va mettre son adresse email et son mot de passe et direct, on veut juste se connecter. Donc, le bouton connecter ici est très visible et détaché des autres, alors que là, ces deux autres-là, ces deux autres boutons, le bouton pour s'enregistrer et mot de passe oublié, ils sont moins visibles parce qu'ils sont moins utiles, alors qu'ici, ils ont tous la même visibilité, donc ils sont un peu perdus les uns avec les autres. Donc ça, c'est une mauvaise affordance, alors que là, c'est une bonne affordance. Alors, dans le milieu de la gamification, qu'est-ce qui serait une bonne ou une mauvaise affordance? Bah, typiquement, si on met dans un service une carte, bah, on attend à ce qu'il y ait un jeu de cartes et pas une carte unique. De la même manière, si on a une barre de progression, bah, on s'attend à avoir des points d'expérience associés à cette barre de progression ou quelque chose qui va faire avancer cette barre de progression. Et si c'est une barre de progression qui est fixe, bah, c'est qu'il y a une mauvaise affordance. Il y a plein d'exemples comme ça. C'est des exemples un peu simples que je vous donne là. En fait, les chercheurs, ils ont fait une revue de littérature, ils ont pris tous les articles dans lesquels on trouvait ces affordances, ces conséquences psychologiques, ces conséquences comportementales. Ils ont regardé tout ce qui existait et ils ont trouvé 514 articles, dont 273 articles empiriques. Et des articles empiriques, en fait, c'est des articles sur lesquels on a fait vraiment de la recherche. Parce qu'il y a plein d'articles, en fait, c'est juste des conférences. Donc, c'est ce qu'ils ont écrit pour leurs conférences ou des chapitres de livres, mais qui ne sont pas du coup des articles où on a testé des choses. La majorité de ces articles, donc 35%, concernaient l'éducation ou l'apprentissage et 8%, tout ce qui est le domaine de la santé et de l'exercice. Et notamment, il y a pas mal de recherches qui sont faites, par exemple, avec Nike, qui ont une application sur téléphone, une application communautaire, en fait, qui est bien gamifiée. Et Alexandre aussi, il parle souvent d'une application de zombies qui permet de s'entraîner à courir aussi. En fait, il y a pas mal de choses qui sont faites dans tout ce qui est activité physique liée à la gamification. Et tout le reste, en fait, il y en a beaucoup moins. Il y en a ici tout ce qui est du design de développement logiciel aussi. Et en management, il y a pas mal de choses qui sont faites. Et sinon, le reste, c'est assez anecdotique. Donc, beaucoup, principalement dans l'éducation. Les recherches sont principalement faites dans le milieu de l'éducation. Le type de méthode employée, et ça aussi, je trouve que c'est intéressant de savoir comment on mesure les choses. C'est quasiment exclusivement des questionnaires et des sondages et des implémentations, des prototypes avec l'usage de données réelles d'utilisation. Donc, combien de fois une personne s'est connectée, combien de temps elle est restée connectée, etc. Et en fait, là, si vous regardez, c'est l'immense majorité des fréquences d'apparition dans ces articles. Ensuite, on retrouve un petit peu d'expérimentation, un petit peu d'interview et un petit peu de sessions d'apprentissage, d'observation et puis après des tests, notamment quand on a par exemple, ce qui arrive beaucoup, c'est quand on va implémenter un outil gamifié dans un cours. Et ben, à la fin, on va tester en fait si cette gamification a eu un impact sur les notes en fin de session. Concernant les affordances,
Donc, l'immense majorité des affordances étudiées sont des affordances liées à la progression ou aux récompenses et principalement, si vous regardez la 138, c'est des points, des scores et des barres d'expérience. Donc ça, c'est vraiment ce qui est l'utilisé le plus souvent dans la recherche. Ensuite, beaucoup de challenges, de quêtes, de missions, de tâches, d'objectifs, beaucoup de badges, beaucoup de classements, de tableaux des scores, de niveaux, et ensuite un peu moins, mais quand même beaucoup, de visualisation de statistiques, visualisation de performance. Ça, c'est quelque chose qui, je trouvais, un peu à la mode, où on va récapituler à la personne. Vous avez réussi tant d'objectifs durant tant de temps, vous avez été plus rapide que autant de personnes, etc. Voilà, de la progression, des quiz et des timers de rapidité. Ensuite, bah, en fait, beaucoup moins en termes de fréquence, mais il y en a quand même un peu. Tout un tas de facteurs sociaux, donc des réseaux sociaux, de la coopération et de la compétition. Et en fait, j'étais assez étonné, mais il y a beaucoup de tableaux des scores, mais très peu de compétition. Et on reviendra un peu après dessus, mais l'idée, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de compétitions asynchrones parce que c'est très facile à mettre en place, notamment via des tableaux des scores finaux, mais très peu de compétitions en direct, les uns contre les autres en direct, et c'est parce que c'est plus difficile à mettre en place. Et enfin, pas mal de choses liées à l'immersion, donc les avatars, l'identité virtuelle et de la narration. Et ça aussi, on en reparlera parce qu'en fait, ça ne marche pas très bien. Parce que je pense qu'il faut vraiment avoir designé au maximum son outil pour que ça fonctionne bien et que souvent, ça reste un peu trop superficiel. Concernant les conséquences psychologiques qui sont principalement étudiées, ce qui est le plus étudié, en fait, c'est les attitudes. Ici, 54 études sur le sujet. Les attitudes, c'est est-ce que vous avez aimé ou pas l'outil que vous avez utilisé. Donc, on est vraiment sur le truc le plus simple possible. Ensuite, il y a le fun. Est-ce que vous vous êtes amusé et l'engagement? Est-ce que vous avez envie d'y retourner, de rejouer? Est-ce que vous l'avez trouvé utile et est-ce que vous l'avez trouvé efficace? Et ensuite, un petit peu de motivation derrière. Donc, c'est vraiment la plupart des questionnaires. Donc, la plupart des études sont des questionnaires. Et dans ces questionnaires, on dit est-ce que vous avez bien aimé jouer à ce jeu ou utiliser cet outil? Est-ce que vous l'avez trouvé utile et efficace? Est-ce que vous les avez trouvés amusants? Et est-ce que ça vous a motivé dans votre tâche, quoi? Donc, c'est vraiment des questions un peu simples finalement, mais assez directes aussi. Mais surtout qui restent liées uniquement à l'outil qui ne va pas forcément plus loin. Et sur les comportements, bah, c'est principalement des données comportementales liées à la participation et à l'usage. Donc, combien de fois vous vous êtes connecté et pendant combien de temps. Et voilà, bah, combien de temps, à quel point vous avez contribué à l'outil. Principalement sur des forums, on demande souvent à combien de posts vous avez répondu, combien de posts vous avez vous-même créé, etc. Et aussi pas mal dans la performance, des résultats à des quiz à la fin de session ou au questionnaire final du cours en lui-même et pas forcément du cours associé à la gamification. La gamification, en fait, va être utile pour apprendre quelque chose et derrière, ben, on va faire un quiz pour savoir si on a bien appris, quoi. Alors là, en fait, ils ont fait un autre tableau un peu différent. Et l'idée, c'était de voir si, parce que là, on a dit, OK, voilà ce qui a été étudié, mais la question qu'on se pose, c'est est-ce que la gamification a été efficace? Parce que c'est bien de dire ça a été étudié, mais finalement, est-ce que c'est utile? Et en fait, ils ont pris vraiment les études, donc les études randomisées contrôlées, où on avait du coup un groupe contrôle et un groupe expérimental où ils ont pu faire des tests comparatifs. Et donc, il y a beaucoup moins d'études. Et en fait, au total, il y en a 19 études qui ont trouvé au moins une conséquence psychologique ou une conséquence comportementale positive liée à la gamification. 31 de ces études ont été mixtes, donc il y a eu des choses positives, mais aussi des choses négatives, et 12 plutôt négatives. Donc en fait, 50% des études bien faites n'ont pas trouvé ni de résultats positifs ni négatifs de la gamification, 28% plutôt positifs et 18% plutôt négatifs. Donc on voit que c'est assez mitigé en fait, l'utilisation de la gamification. Et ce qui ressort de la conclusion des auteurs, c'est qu'en fait, ce n'est pas la panacée, quoi, la gamification, et que ça doit être accompagné d'autres outils de motivation extrinsèques. Voilà, voilà, c'est ce que je disais, la gamification n'est pas un remède miracle pour obtenir des résultats positifs et il faut l'accompagner d'autres choses
pour s'assurer que ça fonctionne bien. Et il faut aussi la designer un peu mieux parce qu'on va voir avec la deuxième étude qu'en fait, il y a aussi des gros problèmes de design quand on crée des outils gamifiés. Il n'y a que 11 études qui s'intéressent à un seul type d'affordance. Et ça, c'est intéressant parce que, en fait, pour savoir si une affordance fonctionne, donc par exemple, si typiquement la compétition fonctionne ou si les points d'expérience fonctionnent, et ben, en fait, il faut l'étudier indépendamment des autres. Sauf qu'en fait, l'immense majorité des études utilisent plein de types d'affordances différentes. Donc, on ne sait pas lesquelles fonctionnent mieux que les autres. Donc, c'est difficile, en fait, après de dire, en fait, ce type d'affordance fonctionne, mais pas celui-là. Ce type d'affordance fonctionne dans tel contexte ou dans tel contexte, etc. Parce qu'ils ne sont pas étudiés, en fait, ils sont toujours étudiés ensemble, ils ne sont jamais étudiés un par un. Bon, voilà, ça, c'était juste une dernière table qui vous montre un peu les références des études qui ont été faites et à la fin, il vous donne en fait les résultats, s'ils ont été mixtes, positifs ou négatifs et les différentes. Donc, en fait, c'était ça, hein. Vous avez les affordances ici, les objectifs psychologiques étudiés qui étaient associés, les objectifs comportementaux associés qui étaient étudiés. Et c'est comme ça qu'ils ont pu faire leur tableau final. Et en fait, à partir de cette somme de connaissances qu'ils ont eues sur l'état actuel de la gamification, ils ont un agenda de la recherche où ils disent, voilà ce sur quoi il va falloir se concentrer par la suite. Donc, ils disent la majorité des études se concentrent sur l'utilisation de points, de badges et de tableaux des scores, ce qui donne une vision limitée des possibilités coopératives et collectives de la gamification et notamment associée au relatedness. Donc, le relatedness, c'est le fait de se sentir relié aux autres. Je ne sais plus si je l'avais mis. Ouais, j'avais mis là. En gros, l'idée, c'est que, par exemple, si on prend le Tour de France, il y a plusieurs types de courses dans le Tour de France. Il y a les courses de plaine, il y a les courses de montagne, il y a les courses contre la montre. Et puis, il y a l'étape finale à Paris où il tourne en boucle sur les Champs-Élysées. Si vous aimez bien le Tour de France, moi j'aime bien le Tour de France, les étapes de montagne sont beaucoup plus sympas à regarder que les étapes de course contre la montre, parce que les courses contre la montre, en fait, c'est une personne contre elle-même, et on sait qui a gagné à la toute fin, parce qu'on a le tableau des scores qui nous dit, voilà, telle personne a fait telle personne a fait telle performance, point. Dans les courses de montagne, en fait, déjà, il y a le premier, celui qui gagne, c'est le premier arrivé, c'est pas chacun les uns après les autres. Et puis, il y a un côté, voilà, ils sont ensemble, ils se battent les uns contre les autres directement. Et en fait, c'est un peu, enfin, c'est assez logique. Je veux dire, si on jouait tous ensemble, là, je ne sais pas combien on est, on doit être une petite dizaine. Si on jouait tous ensemble à une course de voiture et qu'on était tous exactement sur le même circuit, on s'amuserait beaucoup plus que si moi je jouais sur un circuit tout seul et que chacun jouait sur son circuit tout seul et à la fin on faisait un tableau des scores. Et en fait, l'immense majorité des études en gamification marchent comme ça. Chacun répond à des quiz dans son coin, par exemple, et à la fin, il y a un tableau des scores. Et en fait, ça marche beaucoup moins bien que la vraie compétition les uns contre les autres directement et qui est beaucoup moins utilisée. Donc, c'est pour ça qu'on parle de vision limitée des possibilités coopératives et collectives de gamification. C'est qu'en fait, la plupart des outils sont designés pour une personne qui joue toute seule dans son coin et tout ce qui est caractéristique sociale est ensuite ajouté par la suite, mais n'est pas une caractéristique inhérente au service. Donc, il faut amener un peu plus de collectif. Ensuite, moins se concentrer sur les caractéristiques de la gamification et plus sur l'expérience gamifiée. Et là, j'ai mis une autre image, mais cette fois, c'est une image d'un mur. Et je vais vous expliquer pourquoi. En fait, il y a 2 jours, je suis allé chez le médecin. Je ne sais pas si vous entendez ma voix, mais je suis bien malade. Et en fait, en rentrant de chez le médecin, je voyais des enfants qui étaient à côté d'un mur. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'ils foutent là, ces gosses et en fait, ils étaient en train de sauter et ils jouaient à lequel toucherait en premier le haut du mur. Donc, il y en a un qui saute, il essaie de toucher le haut du mur, il n'y arrive pas. Du coup, c'est le deuxième et ensuite, c'est le troisième. Et je me dis, mais un mur, c'est pas un jeu, quoi. Et pour eux, c'était un jeu, c'est-à-dire ils s'amusent. En fait, ils ont une expérience de jeu avec un truc qui n'est pas censé être un jeu. Et en fait, tout ce qu'on dit là avec ces affordances, c'est que ces affordances, ça a été calibré, ça a été pensé pour dire, OK, ça vient du jeu vidéo, donc ça fait penser à un jeu, donc les gens vont s'amuser avec. En fait, il y a plein de trucs qui ne sortent pas du jeu vidéo, mais avec lesquels on peut s'amuser, genre un mur, on peut s'amuser avec, mais juste parce qu'on a décidé, nous, de nous amuser avec. Et donc, l'idée l'idée que j'essaie de passer par rapport à ça, c'est qu'il faut moins s'intéresser aux caractéristiques de la gamification, type les badges, les points, les tableaux des scores, etc., mais plus s'intéresser à qu'est-ce qui fait que je vais m'amuser à travers cet outil. Et c'est quelque chose dans la recherche, après, dans l'expérience et dans le design, on s'y intéresse évidemment beaucoup plus, mais dans la recherche,
on s'y intéresse pas forcément assez encore. Et enfin, pas uniquement se concentrer sur l'apprentissage. Alors ça, je ne sais pas si vous connaissez le modèle de Kirkpatrick, je n'ai pas eu le temps de mettre un tableau qui récapitule. En fait, le modèle de Kirkpatrick dit, quand on veut s'intéresser à quelque chose, peu importe ce que c'est, lui, il s'intéressait beaucoup aux formations, mais ça marche parfaitement à la gamification. Si on veut designer un service de gamification, il faut, un, s'intéresser à la satisfaction des personnes qui l'utilisent, deux, l'apprentissage qui va être généré de cette utilisation. Et ça, en fait, on le fait à partir des besoins comportementaux à la fin. Mais en fait, après, il faut aussi savoir si cet outil va amener une performance par rapport à l'utilité que ça en a. Et à la fin, est-ce que finalement, il y a un retour sur investissement de la personne qui a acheté cet outil? Et donc, en fait, nous, les chercheurs s'intéressent principalement aux attitudes. Donc, est-ce que les gens sont contents? Est-ce qu'ils se sont amusés? À l'apprentissage, est-ce qu'ils ont une bonne note à la fin? Mais en fait, on s'intéresse vraiment très peu à ce qui se passe après. Est-ce que finalement, ça valait le coup, à la fois pour la personne et à la fois pour l'entreprise qui a payé pour cet outil? Et ça, on s'y intéresse pas assez, malheureusement. Il faut aussi s'intéresser aux effets négatifs de la gamification, parce qu'on a vu qu'il y avait quand même 18% des études qui montraient un effet négatif. Et notamment, on sait par exemple que la compétition, c'est pas du tout positif pour les personnes qui sont introverties. Par exemple, si on s'intéresse uniquement aux traits de personnalité, les personnes introverties ils ont beaucoup de mal avec la compétition et souvent vont se mettre en situation d'échec parce que c'est de la compétition et uniquement parce que c'est de la compétition. Donc, il faut aussi s'intéresser au contexte et à l'environnement qui fait que les personnes vont être en confiance, etc. Mais ça devient un peu compliqué. Et après, à l'architecture du choix, c'est-à-dire que en fait, la gamification va nous pousser à faire tel ou tel comportement. Typiquement, on a pu voir là avec les boutons, la conception utilisateur avec les boutons, en fait, ça va nous attirer l'attention vers tel ou tel bouton. Et en fait, ça va nous empêcher de faire d'autres choix qu'on aurait peut-être trouvé plus amusants. Et donc, on aurait peut-être été plus efficace en faisant ces choix-là, mais l'outil va nous empêcher de faire ces choix. Donc, ça peut aussi être des effets négatifs de la manière dont on a gamifié cette expérience. Et enfin, considérer la gamification non pas comme provenant uniquement du jeu vidéo, mais des rituels entre humains et entre organisations humaines. Donc, je parlais de ce rituel qu'avaient ces enfants de sauter pour atteindre le haut du mur, mais en fait, il y a plein de rituels qu'on met en place et qui sont amusants. Moi, je sais que dans mon entreprise n'est pas du tout gamifiée. Mon équipe, c'est une équipe de petits vieux qui n'aiment pas trop jouer aux jeux vidéo, ils ne comprennent pas trop comment ça marche. Mais il y a des rituels qui se mettent en place et qui sont amusants, par exemple. À la fin de la semaine, on aime bien s'envoyer des mails avec des petits gifs voilà, pour dire bon week-end. Et ça fait partie de nos rituels quotidiens. Et c'est un jeu, en fait. C'est un jeu, c'est un type de jeu. Ce n'est pas forcément de la gamification, mais c'est un jeu. Et la gamification doit utiliser en fait ces jeux que l'on a qu'on se crée les uns avec les autres pour créer une expérience gamifiée par la suite. Voilà, c'est la conclusion de ce premier article. Je ne sais pas si, Alexandre, comment tu veux que ça marche. Est-ce que tu veux qu'on s'arrête là et qu'on fasse des questions par rapport à cet article et ensuite un deuxième, ou est-ce que j'enchaîne et on a toutes les Ouais, questions je après? pense qu'on peut prendre des premières questions. Il y en a eu quelques-unes sur le chat. Euh, Par exemple, il y a Vincent qui demandait du coup si c'était exclusivement du déclaratif pour les sondages qui permettaient du coup de faire remonter de l'info sur les Malheureusement, différents c'est étudiants. très souvent des questionnaires auto-rapportés. Mhm. Donc, c'est vraiment, et c'est un peu c'est tout le souci, hein, c'est des questions du type est-ce que vous vous êtes amusé sur une échelle de 1 à 7? Pas du tout, à beaucoup. Et c'est un petit peu le souci parce que quand on regarde justement le lien entre l'usage et l'amusement, on se rend compte qu'il n'y a pas de relation. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que je me suis amusé que j'y suis passé beaucoup de temps sur Mhm. cet outil. J'ai Donc, ouais. l'impression que c'est un truc qu'on voit beaucoup, notamment dans les jeux vidéo assez engageants, où finalement les personnes ne s'amusent plus, mais restent parce qu'elles sont engagées, accrochées, Il y a eu captivées. Ouais. jusqu'à peu près les années 2010, jusqu'à peu près 2010, dans les jeux vidéo, il fallait une durée de vie. Ça faisait partie de la note, en fait. Quand tu notais un jeu vidéo, savoir si c'était bon ou pas, il fallait forcément que ça fasse 20 heures minimum, et plus il y avait d'heures, mieux c'était. Et à partir du moment où on a eu des jeux, des jeux d'auteur, quoi, des petits jeux d'auteur, on a pu commencer à avoir des jeux qui duraient 1 heure, 2 heures, qui étaient vraiment des expériences de jeu et qui n'étaient pas des gros jeux sur lesquels on allait investir un nombre fou d'heures. Et c'est là, en fait, où on a commencé aussi à se rendre compte au niveau des gamers, en fait, qu'il n'y a pas besoin, en fait, il n'y a pas besoin de relier le nombre d'heures à la qualité du jeu ou à la qualité de l'expérience, quoi.
C'est plus subtil que juste passer du temps, quoi. Après, juste par rapport au questionnaire auto-rapporté, ce qu'on aime bien faire aussi, c'est demander aux gens, notamment par exemple si on met des jeux dans des équipes, combien de fois ils ont vu les autres jouer. Et en fait, on se rend compte qu'il y a toujours une différence entre moi, ce que j'ai l'impression moi de jouer, et ce que j'ai l'impression que les autres jouent. Et souvent, on surestime ou sous-estime ça. Donc ça fait partie des choses aussi qu'on essaie de faire. Mais ouais, la plupart du temps, les questionnaires sont des questionnaires auto-rapportés. Ouais. Hmm. Et du coup, il y a Vincent qui demande comment faire du qualitatif dans ces sondages auto-administrés avec juste un champ libre. C'est pas très engageant et exploitable comme qualitatif. Après, on peut aussi choisir. En fait, je suis pas sûr. Moi j'ai fait passer des sondages auprès des participants des formations de mon entreprise. Euh, et j'avais quelques questions qualitatives, mais beaucoup de quantitatifs auto-rapportés. Et non, bah en fait, il y a différents types de qualitatifs. Il y a des qualitatifs où on dit, par exemple, quel jeu connaissez-vous? Et ils vont faire une liste. Et puis après, il y a des qualitatifs du style, que ressentez-vous en jouant à ce jeu? Et puis là, bah, en fait, il y a des personnes qui ils vont faire un pavé. Et on trouve un peu de tout. En fait, la question, c'est plutôt, qu'est-ce que tu leur as vendu? En fait, à quoi va servir ce questionnaire dans notre entreprise? Et donc, ils étaient assez intéressés, je pense, pour la plupart qui y avaient répondu. En général, si on veut faire du qualitatif, moi, je trouve que l'interview, ça marche très bien aussi. Ou les focus group, c'est des choses qui marchent très bien aussi. C'est vachement intéressant. Quitte après à faire du quantitatif dessus avec du text mining. Donc là, c'est de la fréquence d'apparition des mots pour savoir un petit peu quels mots ressortent le plus. Mais c'est quand même très intéressant, les interviews aussi. Il ne faut pas négliger ça en plus des sondages. Je trouve qu'il n'y en a pas assez, justement. Voilà. J'essaie de vous retrouver aussi une vidéo Ouais, de Gamification Europe où il parlait de, voilà, c'est ça, je crois, recherche marketing. Et du coup, bah, de la même façon, les gens, parce que là, on parle de questionnaires qui ne sont pas très engageants, mais qui récupèrent de la data. Il y a des cas où les questionnaires sont tellement pas engageants, finalement, personne ne va au bout de la démarche. Il me semble que c'était ça. Donc, je mets ça ici. tu veux que j'arrête mon partage? Comme Bah, si comme tu tu as la veux. vidéo. Ah non, parce que la vidéo, tu l'as. Ah oui, oui, tu l'as Ah oui, j'ai mis. mis le. Non, non, je crois qu'elle est longue, On peut hein. Il me regarder semble que c'est après. une demi-heure ou une heure, donc je vais pas la mettre Ok. là. Il y avait une autre question qui était, les études contrôlées et randomisées avaient-elles le même système d'évaluation, déclaratif, quiz, mesure automatique, etc. Euh, alors, bah, en fait, non, ça dépend. Bah, je vais vous remontrer la slide. Celle-ci, en fait, là, si on regarde ici, on voit ce qui a été mesuré. Là, par exemple, pour la première, ce qui a été mesuré, ça a été la précision. Il faudra voir la précision sur quoi, alors que là, enfin, il y a eu la précision, la vitesse d'exécution, mais il faudra voir à quoi ça renvoie. Et c'est ça qui a été mesuré. Il n'y a pas eu de mesure psychologique. Ici, ça a été la motivation. Donc, la motivation, c'est quasiment toujours un questionnaire lié à la motivation, notamment les trois besoins fondamentaux dont je vais parler juste après. Et après, il y a eu la contribution dans la classe. Donc là, ça a été une mesure probablement d'observation à ce niveau-là. Mais après, il faudra aller voir. Enfin, je ne vous ai pas mis tous les tableaux qu'il y avait parce que je trouve qu'il y avait déjà beaucoup de tableaux dans ce que je vous ai mis. Mais c'est beaucoup plus détaillé par la suite, quoi. Mais ouais, il y a plein de manières différentes de mesurer les choses, quoi. Ouais, ok. Je pense que la question, c'était surtout bah, est-ce que justement, du coup, les différentes analyses mixent un peu les façons d'avoir de la donnée et du coup, à quel point Oui, c'est comparable. est-ce que je peux intervenir? Oui, Oui, parce que c'est moi qui ai posé la question. Oui, nickel. En fait, c'était par rapport au fait qu'Adrien, tu avais dit que à peu près la moitié des études donnaient des résultats finalement pas forcément positifs, mais comme elles mesurent des choses différentes, ouais. c'est difficile de faire une conclusion aussi. Euh, Moi, c'est une conclusion très générale, hein. Oui, voilà. Allez, ouais, Euh, ouais. c- c- Ça pourrait être intéressant de voir s'il y a des possibilités de normaliser certains points pour pour pouvoir faire effectivement des conclusions globales. Ouais, bah, c'est un Euh, peu l'idée là que j'avais, c'était vraiment donner une sorte de vision d'ensemble. Mais après, effectivement, moi, je proposais justement à Alexandre de travailler, enfin, de faire un nouveau meet-up par la suite sur un sujet beaucoup plus précis. Et dans ce cas-là, on pourrait voir les méta-analyses sur ce sujet et voir justement ce que ça donne précisément. Parce que là, effectivement, c'est vraiment très général. Ouais, ouais, ouais. Carrément. Et puis là, vous voyez, ce tableau, bon, il dit qu'effectivement, au total, après, si on regarde au niveau d'éducation, on voit qu'il y en a autant de positifs que de mix et un peu moins de négatifs. Au niveau en fait, tout ce qui est exercice, c'est là où on retrouve le plus de mixte et le moins de positifs par rapport au mixte.
et tout ce qui est crowdsourcing. Donc, en fait, il faudrait aussi aller voir avec plus de granularité tout ça. Moi, c'est vrai que j'ai donné une information très générale par rapport à ça. Mais forcément, en fonction du domaine, ça s'applique plus ou moins bien. La gamification a été plus ou moins bien faite. Et enfin, voilà, après, les revues de littérature, c'est toujours très général et ça permet d'avoir une vue d'ensemble, mais il faudra aller creuser par la suite. Ouais, ça fait, je trouve, Mais en tout cas, une très merci de bonne l'avoir fait. approche. C'est un gros boulot. Merci beaucoup. Je t'en prie. Et du coup, il y a deux autres questions. Alors la première, mais je crois que tu y as déjà répondu, c'est justement, est-ce qu'il y a une analyse de la qualité du design de la gamification? Et j'ai l'impression que, en tout cas, sur la plupart des études, c'est pas le cas. Non, c'est pas le cas. C'est pas le Ouais. cas. Mais en fait, c'est pas le cas, mais il y a une bonne raison à ça aussi. C'est que la gamification, c'est pas bien défini, tout Ouais. simplement. Et donc, Oui, on comment est on fait encore un pour peu dans le... savoir Bof. Bah ouais, ouais, ouais. Et puis, je trouve que les définitions qui sont données, par exemple, je disais que Amari et Deterding, c'était vraiment deux pointures dans la recherche. Deterding, une de ces définitions qui date de 2012, c'était vraiment l'utilisation de badges, de points d'expérience, etc. Mais je me dis, c'est tellement réducteur. Moi, j'avais Oui. discuté avec une sociologue il y a de ça 2 ans qui travaille au CNAM et je lui ai demandé ce que c'était la gamification pour elle. Enfin, ce que c'était que le jeu pour elle. Et elle m'a dit, bah, le jeu, en fait, c'est à partir du moment où tu as l'impression de jouer, c'est que c'est un jeu. Quand tu as une définition comme ça, pour un psychologue quantitatif comme moi, c'est difficile à entendre parce que moi, j'aime bien les choses qui sont mesurables. Mais en fait, là, c'est de Hmm. l'expérience, donc c'est pas vraiment mesurable. C'est pas... Donc c'est compliqué, en fait. Les sociologues ont une définition qui est totalement différente des psychologues, qui est totalement différente des chercheurs dans l'UX design. Donc c'est un peu compliqué tout ça. L'idée, c'est quand même de dresser un plan un peu général de ce que c'est qu'une expérience gamifiée et dire que la gamification, bah, c'est le design d'un service qui va provoquer une expérience gamifiée. Déjà, on est déjà bien quand on a dit ça, quoi. Hmm. Et après, oui, ce service qui est gamifié, à quoi il ressemble, bah là, ça devient compliqué parce qu'on peut avoir plein de choses différentes. Je ne Du sais pas coup, il si y avait j'ai bien une... répondu à... Ouais, non, pour moi, c'est bien répondu et je pense que ça pourrait être presque un sujet à part entière. Et il y avait une autre question, du coup, qui est de Vincent. Et le flow, ça se mesure par interrogation. Du Le coup, il y flow, a ça se Julien mesure. Il qui y a a plein de répondu mesures avec un différentes. article, Ah bah j'ai voilà. l'impression. D'ailleurs, j'en profite pour dire que le grand chercheur sur le flow qui s'appelle Titson Mihai est décédé il y a 2 ou 3 jours. Donc, bon, voilà, c'est des choses qui arrivent. Mais il avait 84 ans, je crois. Il a fait des trucs incroyables, hein. Il a travaillé beaucoup sur le flow, beaucoup sur la Hmm. créativité de groupe. Il a vraiment fait beaucoup de bien à la psychologie. Et oui, oui, il le mesurait. Il a fait un livre qui s'appelle Flow, d'ailleurs, je crois, tout simplement, qui est vraiment très, très intéressant sur le Ouais, sujet. ouais, c'est clair. J'avais pas entendu dire qu'il était mort. C'est marrant Et bien, parce d'entendre. que tu n'es pas sur Twitter, tout simplement. C'est vrai, je suis pas sur Twitter. Pourtant, je suis quand même d'autres réseaux là-dessus, mais hmm. Ouais, bah après, il y a toujours un petit décalage. Peut-être on entendra parler dans les prochains jours. Mais... Hmm. Tu vois, là, tu l'as en avant-première. Est-ce qu'il y a des études Euh, ethnographiques basées ouais. sur l'observation de participants en train de pratiquer le jeu chez eux ou dans leur contexte d'apprentissage? Ça apporte beaucoup de qualitatifs très intéressants. Bah, en sociologie, oui, en psychologie, non. Et là, vu que c'était de la psychologie, bah, pas trop. La psychologie aime pas trop ça, l'observation. Justement, tu parles d'ethnographie, ouais, c'est de la sociologie, en fait, c'est pas vraiment de l'ethnographie. Et oui, en sociologie, ça se fait. Mais pas en psychologie. En psychologie, on n'aime pas trop être avec les gens. Euh, c'est un peu bizarre de dire ça comme ça, mais quand on s'intéresse aux gens, bah, souvent on va faire des interviews ou des focus group, mais très rarement des choses au niveau ethnographique, que je trouve dommage d'ailleurs. Mais on peut regarder hein, euh, ici, ou non, même dans tout ce qui est comportemental. Quand on regarde, il y a rien qui s'intéresse à ça, quoi. Hmm. Ouais. Non. Et là, d'ailleurs, ouais, ethnographie, il y en a 2. Voilà, donc on n'est pas... Il n'y a pas grand-chose, quoi. Non, c'est pas une méthode de prédilection, en tout cas. Hmm. Ça s'explique aussi par le fait que beaucoup de chercheurs vont travailler sur leurs étudiants et sur la gamification qu'ils font pour leurs étudiants. Et c'est pour ça Bah qu'en ouais. fait, dans l'article, je ne sais pas si tu as dit, il y a 70% des articles sur la gamification, enfin des recherches sur la gamification qui sont faits sur l'éducation en grosse Ouais. majorité, sur la santé, sur le crowdsourcing.
Et c'est pour ça aussi qu'on a beaucoup de quanti et des pseudo-expérimentations. Non, c'est clair, c'est clair. Ouais. Ça fait partie des problèmes. En plus, c'est que du coup, on s'intéresse à une population qui est jeune, qui a une expérience du jeu qui est un petit peu plus élevée qu'une population un peu plus vieille, peut-être. Et puis, moi aussi, j'en vois beaucoup avec des étudiants du K12. Donc, le K12, c'est des écoles américaines sur lesquelles on fait plein d'expérimentations de plein de types différents, dont de la gamification, mais plein d'autres trucs. Et sauf que c'est des populations très particulières et pas facilement généralisables au reste, quoi. Et quand on fait après de la gamification basée sur ces recherches en entreprise, il y a un lien entre les deux qui est pas fait directement, quoi. Ouais, après, du coup, j'ai lu le dernier livre de Vesa, donc, qui travaille sur la gamification aussi, et qui dit avec plusieurs chercheurs que ce serait quand même une méthode à utiliser en priorité pour étudier la gamification et ses effets. L'ethnographie? Ouais. Ah ouais. Bah moi, ça fait partie des choses qui m'intéressent, là, justement, dans ma dernière année de thèse. Alors, je suis plus sur la créativité de groupe, mais c'est d'aller dans les sessions de formation pour voir comment les idées sont générées, et justement, avoir des vraies observations en direct. Et ça prend beaucoup de temps, quoi. Ouais, c'est ça. Et pour reprendre, et puis tu connais la notion de publish or perish, mais du coup, pour reprendre un peu aussi ce que tu disais avec tes collègues, le mail de GIF, tu as la notion de play at work qui est très utilisée aussi en ethnographie. Et voilà. Ouais, c'est une notion, peut-être que je ne sais pas si tu la connais, mais. Ouais, bah, et pour moi on devrait baser la gamification là-dessus, c'est-à-dire partir des jeux existants, partir des rituels existants pour y faire un système par la suite, et non pas caler un système par rapport à des affordances dont on pense qu'elles vont plaire à tout le monde et qui ne s'intéressent pas du tout aux jeux auxquels sont en train de jouer ces personnes-là. Ça me paraît beaucoup plus intéressant, et malheureusement, c'est un autre boulot parce que c'est. D'ailleurs, il y a un article dessus qui s'appelle Tailored Gamification, donc c'est la gamification personnalisée. Et je pense que c'est vraiment ça l'objectif de la gamification, c'est de le personnaliser à une équipe, personnaliser à un groupe, personnaliser à une personne s'il y a besoin, et pas avoir un système indépendant des gens et on va faire jouer ces gens au système. Il faut adapter le système aux gens et pas l'inverse. Il y a Gustave Tondello, qui me semble est au Canada, qui avait fait des expériences qui vont dans ce sens, et notamment une expérience où il proposait aux participants de choisir eux-mêmes les mécanismes de gamification qu'ils avaient envie Et je crois que c'est lui qui a fait de cette mettre en étude place. de Tailored Gamification. Je pourrais C'est regarder, mais il possible, me du semble coup. que c'est lui qui avait fait ça. Ouais. La plupart des chercheurs, de toute façon, s'accordent à dire qu'il faut spécialiser, faire sa gamification en fonction du public à qui on la propose. Ça, ouais. Bah ouais. Mais sauf qu'il y a une différence entre les compliqué. chercheurs et ceux qui payent les designers, quoi. C'est sûr. Toujours... c'est c'est pour ça qu'on étudie des PBL, des points badge et leaderboard, ouais. comme Parce que c'est ce qui est le plus facile. Duolingo, tout ça, c'est ce qui est le plus. Et c'est aussi ce que je disais par rapport à la compétition, hein, c'est qu'on étudie beaucoup plus les compétitions asynchrones que des compétitions synchrones, parce que la synchronicité, ça coûte de l'argent. C'est une autre manière de penser le jeu, où on a besoin d'avoir tout le monde au même endroit, etc. C'est plus compliqué à mettre en place. De la même manière qu'un jeu de rôle, c'est beaucoup plus facile à créer qu'un jeu de rôle MMORPG, quoi. Ouais, c'est clair. Ok, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'autres questions. Donc on peut passer au second Ça marche. article. Si vous avez encore des questions par rapport au premier qui vous arrive, vous pouvez les écrire dans la discussion, et puis on les traitera après le deuxième aussi. Ouais, ok, on est reparti. Non, ça ne marche pas. Si, ça marche. J'étais très fier de ma photo de mur, hein. Ok, la deuxième étude, c'est est-ce que la gamification satisfait les besoins psychologiques fondamentaux? Donc, dans l'introduction, il rappelle qu'en 2012, Gartner indiquait que 80% des applications gamifiées n'atteignaient pas leurs objectifs, et c'était principalement dû à un mauvais design. Et donc, il y a un intérêt de designer suivant la motivation des participants. Donc, c'est ce qu'on disait, hein, là, personnaliser en fonction du besoin des participants. La motivation, là, il y a plusieurs manières d'opérationnaliser et de modéliser la motivation. Il y en a une que j'aime beaucoup, qui s'appelle le modèle du comportement planifié. On pourra en discuter après, si vous voulez. Mais là, c'est le modèle de l'autodétermination de Deci et Ryan, et qui dit qu'on a 3 besoins fondamentaux de base psychologique qui font qu'on se sent bien et motivé à faire un comportement. Il y a le besoin d'être relié aux autres, le besoin d'être compétent et le besoin d'autonomie. Et par exemple, si vous voulez apprendre à faire du vélo,
Si vous avez une personne qui vous tient le vélo derrière vous, bah, vous vous sentez relié à quelqu'un. Vous vous sentez compétent parce que vous arrivez à faire du vélo, mais vous ne vous sentez pas autonome. Donc, vous ne serez pas content en fait, de faire du vélo avec quelqu'un qui vous tient derrière. Il faut vraiment que vous fassiez du vélo par vous-même, mais que quelqu'un vous ait appris pour vous sentir motivé à faire du vélo. Donc, voilà pourquoi l'autonomie, c'est quelque chose d'important, en plus de la compétence et le fait d'être relié aux autres. Donc, cette étude, donc là, c'est une étude en tant que telle qui a été réalisée auprès de 824 utilisateurs de Xiaomi et Huawei sur un forum, en fait, qui a été gamifié pour l'occasion, donc le forum de Xiaomi et de Huawei. Avant de vous expliquer l'étude, ils ont fait une table où ils ont pris toutes les études qui étaient en lien avec les besoins de satisfaction qu'ils avaient vus et qui leur paraissaient intéressantes. Donc, elles sont là. Donc, il y a eu des expérimentations et des expérimentations en ligne. Et ça, c'est une expérimentation en ligne vu que ça concerne un forum. Les caractéristiques de la gamification qui ont été étudiées et qui sont en lien avec ce qu'ils vont faire. Donc, le fait de faire du storytelling, un tableau des scores, des badges. Donc, c'est un peu ce qu'on a vu, hein, les affordances. Si le résultat était positif ou négatif, vous voyez que la majorité sont positifs ou mixtes. Et puis après, les aspects de la motivation intrinsèque qui a été étudiée. Donc, est-ce que c'est de l'autonomie, compétence ou le fait d'être lié avec les autres ou juste un seul d'entre eux? Voilà pour leur base théorique. Par rapport aux répondants, donc en fait, je vous explique très rapidement avant de rentrer un peu plus dans les détails, mais ils ont pris des gens qui jouaient, qui étaient sur ce forum. Ils ont transformé le forum pour y mettre des aspects de gamification que je vous ai expliqué juste après. Et ensuite, ils ont fait passer un sondage auprès de participants. Ils ont regardé qui avait répondu au sondage. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a autant d'hommes que de femmes, ce qui est assez rare dans le milieu du jeu. Et entre 20 et 40 ans, donc ça fait quand même un écart type relativement important et c'est assez cool parce que c'est assez rare d'avoir des personnes de 30 à 39 ans qui répondent et là, il y en avait pas mal. Et il y en avait aussi pas mal de plus de 39 ans. Principalement des salariés et aussi pas mal d'étudiants quand même. Mais voilà, ça permet quand même de généraliser à plus de salariés que si on a 100% d'étudiants. Et par contre, là où ça devient beaucoup moins généralisable, c'est qu'il y avait l'immense majorité avait au moins un bachelor ou un master. Et sauf que la majorité de la population mondiale n'a pas de bachelor. Donc forcément, là, ce n'est pas généralisable à ces personnes-là. Mais l'immense majorité des gens qui vont sur ces forums gamifiés sont souvent des gens avec une éducation au moins à la fac. Et après, par rapport au temps passé, le temps de salarié, je ne trouvais pas ça très intéressant. Par contre, le temps qu'ils ont mis par semaine sur le forum me paraissait intéressant. Parce qu'en fait, c'est assez bien réparti entre 15 minutes et 6 heures. Donc, il y a vraiment un panel assez large d'utilisation et ça, je trouvais ça cool d'un point de vue de la qualité des données. Donc, ce qu'ils ont rajouté comme caractéristique de la gamification sur ce forum, c'est qu'ils ont permis l'utilisation d'avatars, customiser les avatars, personnaliser les avatars. Ils ont mis des possibilités de mettre des petits overlays en fait, narratifs de parcours du forum, possibilité de gagner des badges, le fait de participer sur le forum, vous allez gagner des badges, vous allez gagner des points et de la monnaie que vous allez pouvoir ensuite dépenser dans des badges ou dans d'autres choses. Des barres de progression, des niveaux, des tableaux des scores de qui a le plus répondu, résolu des problèmes, des machins comme ça, des tâches, en réseau social du coup, oui, parce qu'il y avait aussi des chats perso, des chats collectifs, etc. De la collaboration et de la compétition sociale du coup avec ces tableaux des scores aussi. Donc, ils ont vraiment beaucoup customisé ce forum. Voilà. Je ne sais même pas pourquoi j'ai mis cette slide, vu que je vous ai tout expliqué avant. Et donc, à la fin, ils ont fait la passation du questionnaire, dont vous avez pu voir les données démographiques juste avant. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Donc là, c'est le modèle complet qu'ils ont fait. Et je vais vous expliquer point par point ce modèle qui paraît un peu compliqué comme ça, mais en fait, il est assez facile à comprendre. En fait, quand on a un modèle, on a des variables à expliquer, des variables explicatives. Les variables explicatives, c'est celles de gauche, et les variables à expliquer, c'est celles de droite. Et on se demande à quel point ces variables à expliquer sont expliquées par ces variables explicatives. À quel point elles sont expliquées se mesure en pourcentage
Et donc, si 100% de cette variable à expliquer est expliqué par les autres variables, ben, on se dit que le modèle est complet et donc on a tout expliqué. Ça n'arrive jamais forcément parce qu'il y a toujours de la part d'aléatoire, de variabilité, etc. Mais on estime que, bon, si on a déjà expliqué parfois 10%, parfois 20%, parfois 40%, on est déjà pas mal. Ici, l'autonomie est expliquée à 28%, le R carré est de 28% par les trois variables expliquées. Ici, la compétence est expliquée à 24% par les trois variables, etc. Alors, qu'est-ce qu'il y a à part ces 28%? On va avoir la personne qui n'était pas dans un bon mood quand elle a rempli le questionnaire, la personne qui ne savait pas bien remplir le questionnaire, la variabilité de l'âge, la variabilité du sexe. Voilà, il peut y avoir plein de variabilités différentes qui peuvent expliquer que cette variable, qui peuvent expliquer cette variable sans que ce soit pris en compte par le modèle. Donc, en conclusion par rapport à ça, en fait, les variables ici sont relativement bien expliquées. Les besoins de satisfaction sont assez bien expliqués par les caractéristiques de la gamification. Donc, les caractéristiques de la gamification ont un impact sur les besoins sur la satisfaction des besoins. C'est ça qui est important. Premier point. Deuxième point, et c'est là où c'est intéressant, c'est que par rapport à l'autonomie est prédite par toutes les variables de la gamification. C'est-à-dire que quand on met de l'immersion dans ce forum, on va amener de l'autonomie. Quand on met des récompenses, on va amener de l'autonomie. Quand on met des caractéristiques sociales, on va amener de l'autonomie. Et ça, on va le détailler un peu plus tard par la suite. Mais c'est intéressant de voir que, globalement, la gamification rend autonome. Et l'autonomie, c'est quelque chose qui nous plaît. Se sentir autonome, c'est quelque chose qui nous plaît. Par rapport à la compétence... non, je ne l'ai pas suivi comme ça. Bon, c'est pas grave. Je vais quand même faire la compétence avant le reste et on viendra par la suite. La compétence, elle est prédite par les récompenses et ça, c'est assez logique. Quand on gagne des récompenses, on se sent compétent. C'est fait pour. Mais aussi par toutes les caractéristiques sociales. C'est-à-dire qu'on se sent compétent par rapport aux autres. Et ça, c'est aussi quelque chose que je pense qu'il faut garder en tête. C'est qu'on ne se sent jamais compétent dans l'absolu. On se sent toujours compétent par rapport à d'autres personnes que l'on juge moins compétentes ou aussi compétentes que nous. Et enfin, le fait de se sentir relié aux autres est prédit par les facteurs sociaux, par les facteurs de gamification sociale, heureusement, vu que c'est fait pour. Et là où ça devient vraiment intéressant, c'est que l'immersion est négativement associée au fait d'être relié aux autres. Et ça, c'est logique. Quand on est immergé dans quelque chose, on n'est pas relié aux autres, on est immergé dans notre expérience. Donc ça, c'est, je trouve, quelque chose qu'il faut assez prendre en compte. C'est que même quand on est immergé dans notre avatar, quand on est immergé dans notre environnement virtuel, finalement, on est assez isolé des autres. Et ça fait partie, je pense, on pourra en parler un peu après, des problèmes d'anxiété sociale qui créent le fait que des personnes ont une addiction aux jeux vidéo qui en fait pas une addiction aux jeux vidéo, c'est un palliatif à l'anxiété sociale et qui fait qu'en fait, ils ont du mal à se relier aux autres par la suite. On pourra parler de ces choses-là après. Je reviens du coup sur les trucs que je n'ai pas expliqués après. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a des relations entre les trois. Donc, l'immersion a un impact sur l'autonomie, les récompenses sur la compétence et le social sur le fait d'être relié aux autres. Et ça, c'est logique, c'est fait pour. L'immersion, c'est fait pour se sentir autonome. Les récompenses, c'est fait pour se sentir compétent. Et le social, c'est fait pour se sentir relié aux autres. Donc là, il n'y avait pas trop de surprises. Je ne sais plus si j'ai parlé... Ouais, si j'ai parlé de ça aussi. OK. Et aussi intéressant, c'est qu'on a pris des variables contrôle pour voir si ça avait un impact sur les besoins de satisfaction, sur la satisfaction des besoins intrinsèques, mais sans lier à la gamification. Donc, on avait pris le temps passé à jouer, enfin le temps passé sur le forum, et le fait d'être longtemps dans son emploi. Et il n'y a eu aucun impact. En fait, ça n'a aucun impact sur la satisfaction des besoins. Donc, ça montre aussi en partie que vraiment, il y a un vrai lien entre la gamification et la satisfaction des besoins intrinsèques. C'est ça qui est important. Et donc, la discussion par rapport à cet article, c'est, premier point, il y a un lien entre récompense et besoin d'autonomie. Et c'est assez logique parce que quand on reçoit des récompenses, déjà, on peut souvent choisir entre plusieurs récompenses. Ça arrive assez souvent qu'on puisse faire le choix entre 3 récompenses, par exemple. Mais on peut aussi avoir des récompenses de monnaie virtuelle et ensuite acheter des choses avec cette monnaie virtuelle. Décider de quoi améliorer avec ses points d'expérience, par exemple, si on a un arbre de compétences. Et forcément, faire ses choix, ça nous rend autonome. Donc, c'est là aussi où on voit le lien entre récompense et besoin d'autonomie. Et je pense que c'est quelque chose sur lequel on pourrait s'axer un peu plus et s'y intéresser un peu plus, le lien entre récompense et autonomie. Sachant que, pour l'instant, la récompense est surtout étudiée en lien avec la récompense. Par rapport à l'immersion,
elle était reliée qu'avec l'autonomie et les caractéristiques sociales et récompenses, elles étaient associées avec les 3 besoins. Donc, est-ce que vraiment d'une étude, on peut en tirer des conclusions générales? Si oui, ça voudrait dire qu'il ne faut pas forcément que l'immersion soit si importante que ça dans la gamification et que finalement, les caractéristiques sociales et les récompenses sont peut-être plus importantes dans la satisfaction des besoins que l'immersion. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est généralisable ou pas? Je vous laisserai y réfléchir, mais voilà une possibilité de conclusion par rapport à ça. De manière générale, par contre, les relations sont assez faibles. On l'a vu, ça explique 25% de la variance. Est-ce que 25% c'est beaucoup ou pas beaucoup? J'ai tendance à dire que c'est pas mal, mais c'est quand même pas suffisant. Et donc, ça montre que la gamification des services en ligne n'est pas directement en lien avec les besoins intrinsèques. Et c'est signe aussi que les entreprises doivent aussi trouver des réponses aux besoins extrinsèques et pas que intrinsèques. Donc, les besoins extrinsèques, ça peut être typiquement de l'investissement financier qui est associé, les normes sociales aussi qui sont très importantes, ça faudra aussi en reparler. Si on parle du modèle de comportement planifié, voilà, il y a plein de liens avec des motivations extrinsèques qu'on n'utilise pas forcément suffisamment. Conclusion. On a pu parler de qu'est-ce qu'un jeu, et notamment des caractéristiques du jeu versus l'expérience du jeu. Donc, l'expérience gamifiée versus les affordances du jeu. Et je pense que c'est important de vraiment se centrer sur l'expérience plutôt que sur les caractéristiques. Qu'est-ce que ça veut dire jouer ensemble? Est-ce que c'est on a un jeu et on va se forcer à y jouer ensemble, ou est-ce qu'on a des jeux ensemble et on va créer le système qui nous permet d'y jouer de la meilleure manière possible? La question est ouverte. Lien entre synchrone et asynchrone, on en a beaucoup parlé au niveau de la compétition, par exemple, mais au niveau de la coopération, c'est le même principe. J'ai un autre exemple qui me vient là, c'est le projet Voltaire. Le projet Voltaire a proposé de faire un escape game dans lequel on a en fait des feuilles qu'on doit lire, trouver des erreurs dans ces feuilles, et ces erreurs en fait nous permettent d'avoir des mots-clés. Ces mots-clés nous permettent d'avoir accès à d'autres feuilles, etc. Donc ça entraîne à la fois à la grammaire, à la conjugaison, etc. Et à la fois c'est une sorte d'escape game, sauf que c'est une escape game tout seul. Donc quand on le fait en équipe, en fait on est tout seul mais en équipe. Donc c'est pareil, c'est asynchrone, alors qu'en coopération, je suis sûr que ça aurait été beaucoup plus sympa. Jouer ensemble, c'est des rituels. Et donc, c'est réfléchir les rituels qu'ont les personnes les unes avec les autres pour comprendre comment on peut créer un système qui favorise ces rituels. Point. Ma phrase aurait dû descendre un peu plus. Quelle expérience vais-je avoir du jeu? Notamment l'expérience de compétition et de coopération. Comment on fait pour avoir une expérience qui soit la plus agréable possible? L'affordance et l'expérience. Voilà, c'est un petit peu ce que je revenais par rapport aux caractéristiques versus expérience. Et quel lien avec les motivations extrinsèques? La gamification ne suffit clairement pas à la motivation. Ça permet d'améliorer la motivation et de l'entretenir, mais ce n'est pas suffisant. Et comment on intègre la gamification d'une stratégie globale, et comment être sûr que cette gamification ait un retour sur investissement qui soit suffisant par rapport à cette stratégie globale, quoi. Et donc, besoin de mesurer l'efficacité du système gamifié dans l'objectif global. Donc, on en a parlé à la fin de la première étude. Mais l'idée, c'est quand même de dire, mais OK, la personne a peut-être appris quelque chose, mais est-ce que cet apprentissage va lui servir dans la vie de tous les jours? Et est-ce que cet apprentissage qui va lui servir dans la vie de tous les jours est utile à l'entreprise qui a payé pour avoir cet outil? Voilà, ça fait partie des questions, je pense, qu'on ne se pose pas forcément assez. Voilà, j'ai fini. C'est pour ça qu'il y a un écran noir. Voilà, je vous remercie. Et je ne sais pas du coup s'il y a d'autres questions par rapport à cet article sur les besoins fondamentaux. Hop. Sais-tu pourquoi les chercheurs utilisent plus la théorie de l'autodétermination que la théorie planned behavior, donc la théorie du comportement planifié? Alors, j'ai mon avis personnel que je vais vous livrer forcément, mais j'en suis pas forcément sûr. En fait, pour moi, il y a 2 raisons. Première raison, c'est que c'est beaucoup plus vieux. La théorie du comportement planifié, c'est une théorie qui date de 1991. Et la théorie de l'autodétermination, c'est une théorie qui date de 2005, je crois. Et en fait, ça, c'est ma première réponse. Donc, c'est la réponse au niveau des dates. Deuxième réponse, c'est que la théorie du comportement planifié, moi, je l'ai utilisée une fois et j'ai rien trouvé comme résultat. Et en fait, la raison est qu'il n'y a rien.
En fait, au niveau des questionnaires, les chercheurs disent, en fait, il faut trouver des questions qui sont associées à ce que vous voulez mesurer, mais il n'y a pas de questions type. Donc, c'est compliqué en fait de savoir si nos questions sont pertinentes vis-à-vis de cette théorie-là. Et en fait, assez souvent, quand on fait des mesures avec la théorie du comportement planifié, ça tombe souvent à l'eau. Et je vous ai parlé du R carré, là où je vous ai dit c'est à peu près 25%. Avec la théorie du comportement planifié, souvent on est plus près des 10 à 15%, donc c'est très insatisfaisant, quoi. C'est une théorie qui explique très mal le comportement. Paradoxalement, ça explique assez mal le comportement. En fait, il y a une seule variable de la théorie du comportement planifié qui explique bien le comportement, c'est l'intention. Je vais peut-être vous montrer à quoi ça ressemble parce que ça ne vous parle peut-être pas à tous, la théorie du comportement planifié. Théorie du comportement planifié. Ce que j'aime bien en fait dans cette théorie, c'est qu'il y a beaucoup de facteurs extrinsèques, ce qui n'est pas le cas de la théorie de satisfaction des besoins. Voilà. Alexandre, tu me confirmes qu'on voit? Ouais, c'est bon. Donc, en fait, vous avez le comportement et vous avez ensuite ce qui explique le comportement. Donc, ce qui explique le comportement, d'après ces chercheurs, c'est l'intention. Est-ce que j'ai l'intention de le faire? Et ensuite, c'est l'attitude. Est-ce que j'ai envie de le faire? Les normes, est-ce qu'on pense que je dois le faire? Et le contrôle comportemental perçu. Est-ce que je pense être capable de le faire? Est-ce que je pense être capable de le faire? Est-ce que j'ai le contrôle sur la situation qui me permet de le faire? Et en fait, le truc, c'est que cette relation-là, elle marche très bien, mais en fait, elle est inintéressante. C'est-à-dire que si vous posez la question aux gens pour comprendre est-ce qu'ils vont faire quelque chose, est-ce que tu penses le faire? T'as pas appris grand-chose, en fait. Donc, cette flèche ne sert à rien. C'est ces flèches-là qui sont intéressantes. Sauf que ces flèches-là, en fait, quand on les teste expérimentalement, elles marchent une fois sur deux, voire une fois sur trois, et c'est ça le problème. C'est pas parce que j'aime quelque chose que je vais le faire. C'est pas parce que je pense qu'il faut que je le fasse que je vais le faire, et c'est pas parce que je pense que je suis capable de le faire que je vais le faire. Les choses sont un peu plus compliquées que ça. Et donc c'est pour ça aussi que je pense que beaucoup de chercheurs commencent à moins l'utiliser, c'est parce qu'on n'arrive pas à trouver, on n'arrive pas à le faire marcher correctement, ce schéma, ce modèle, qui dans l'absolu, dans la logique, paraît cool, mais en fait est assez mauvais quand on pose directement les questions, quoi. Donc ça, c'est ma deuxième réponse par rapport à ça. Et j'en avais une troisième, mais je l'ai perdue. Donc, si elle me revient, je la redirai après. Un des problèmes avec les comportements éco-responsables, bah ouais, c'est exactement ça. Quand vous mesurez, quand vous faites des mesures, parce que moi, j'aime beaucoup lire des articles sur la psychologie environnementale. Et en fait, l'immense majorité des gens euh, en Europe, parce que les études que j'ai lues sont des études qui s'intéressent beaucoup à l'Europe, beaucoup de gens sont inquiets par rapport à l'écologie. Et en fait, on n'en fait rien. C'est-à-dire que les gens, voire même développent des anxiétés liées à l'écologie, mais ils ne changent pas leur comportement. Donc, Oui, voilà. ils sont inquiets, ils ont envie d'agir, mais Voilà. derrière, il ne se passe pas grand-chose. Il se passe pas... Et la C'est un question peu- à se poser, c'est pourquoi il ne se passe pas grand-chose? Pourquoi les gens ne font pas des choses par rapport à ça? Et moi, je pense que non, je pense plein de choses, mais c'est peut-être pas le cadre. On C'est fera un peut-être pas le meet-up cadre. spécial sur Ouais, l'écologie, c'est ce sera ça. marrant. Meet-up. Peut-être à l'approche des élections, ça pourrait être pas mal, mais J'avoue. donc la théorie de l'autodétermination est plus complète selon moi. Bah non. Non, non, parce que la théorie de l'autodétermination, elle a pour principal problème pour moi d'être une théorie qui s'intéresse uniquement aux facteurs de motivation intrinsèques et néglige complètement les facteurs de motivation extrinsèque. Concernant les facteurs de motivation intrinsèque, moi j'aime bien et je trouve que c'est très intéressant et surtout, ouais, ce que disait Julien aussi, il y a pas mal de ressources aussi, il y a pas mal de questionnaires intéressants et c'est assez facile à mettre en place ce genre de questions. Mais ça s'intéresse uniquement aux motivations intrinsèques et ça c'est un peu dommage, quoi. Non, elle n'est pas plus complète, mais quand on s'y intéresse et si on s'intéresse qu'aux motivations intrinsèques, elle est bien utilisée, quoi. Ouais. Il y avait une chose au-dessus, ethnographie, on peut aussi utiliser le terme d'ergonomie de l'activité. C'est une méthode bien précise. Je crois que justement, c'est par rapport à ce qu'on se disait avant. Et en fait, la sociologue, c'était une sociologue de l'ergonomie, en fait. Donc, elle faisait aussi de l'ethnographie. Donc, ouais, tout ça, c'est un peu en lien les uns avec les autres. Ouais. C'est ça qui est bien aussi, c'est de faire de la recherche multi, enfin avec plein de chercheurs différents, quoi. Moi, c'est vrai que je fais beaucoup de psychologie
Et je suis content de ne pas faire que du quantitatif et d'être avec des chercheurs qui font du qualitatif et d'avoir rencontré des sociologues, rencontré des UX designers et tout. Ça nourrit beaucoup aussi la recherche. La recherche nourrit de l'expérience et vice-versa. C'est ça qui est cool aussi. Ouais, carrément. Alors, c'est pour ça que c'est assez cool d'avoir un meet-up qui soit un peu plus orienté recherche comparé à ce qu'on peut faire d'habitude, qui sont plutôt orientés pro, on va dire. Vu que c'est un petit peu la limite sur les horaires, en attendant qu'il y ait peut-être d'autres questions, Ah je oui, c'est pose vrai. une petite question du coup aux personnes qui sont ici. Est-ce qu'il y a un sujet qui vous intéresse en particulier à creuser sur un format un peu similaire, du coup avec des analyses d'autres articles scientifiques ou pas? Alors que ce soit une thématique, on va dire métier, ou que ce soit justement un axe plus théorique. Je sais pas, j'ai pas de sondage de près, donc si vous voulez mettre quelque chose dans le chat, ça peut nous aider. Par rapport aux livres intéressants sur la théorie de l'autodétermination, pas trop. Mais par contre, l'article de base, ouais, voilà, exactement. Le site de Self-Determination, il est très bien. L'article de base aussi de Deci et Ryan de 2005, il est très bien. Et si vous avez du mal avec l'anglais, parce qu'il y a des personnes qui ont du mal avec l'anglais, il y a un site web que je recommande à tout le monde très chaleureusement qui s'appelle DeepL, DEEPL. Et en fait, vous copiez-collez tout ce que vous avez en anglais dessus et ça vous met tout en français, très bien écrit. C'est beaucoup mieux que Google Trad. Donc, il ne faut pas hésiter à aller récupérer des articles en anglais. Ça peut même transformer directement des PDF ou des trucs comme ça. C'est possible, ouais. Mais ouais, très bon. Effectivement, ouais, le site sur le Self-Determination Theory, c'est vachement bien. Il y a aussi un autre truc que je recommande, basé sur la théorie de l'autodétermination, c'est un site qui s'appelle Whoop, W-O-O-P, qui est vachement bien. Hop. Ah non, alors quand on tape Whoop, j'ai voulu le copier-coller. Voilà, c'est Whoop My Life en fait. Et l'objectif, c'est de favoriser l'apparition d'un bon comportement en 4 étapes très simples et c'est vachement cool. Méthode de recherche, de sondage, les biais cognitifs. Moi, ça m'intéresse. Alors, méthode de recherche, je ne sais pas si ça a vraiment intéressé tout le monde, parce que c'est quand même hyper centré sur les chercheurs. Mais après, citer un peu plus ce que tu as demandé. Tu m'entends là? Ouais. En fait, quand je parlais de méthode de recherche, c'est plutôt presque même une vulgarisation pour les néophytes, ou quand on fait un petit peu de recherche terrain. Alors moi, je suis très orienté UX design et UX research, comme je notais, donc c'est pas forcément gamification, donc l'un ou l'autre, hein, peu importe, mais c'est de se dire quelles sont un peu les bonnes pratiques. Moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi le quantitatif, le côté sondage. Ton approche, elle est hyper intéressante et je me rends compte que c'est des notions de stats ou de lecture que j'ai pas du tout. Okay. Donc, je suis très curieux. Peut-être que c'est pas le lieu, un meet-up, et que tu as des références à me donner. Pareil, merci pour Julien qui a partagé un PDF anglais très pointu. Pareil, moi, je me dis, il me faut 2-3 marches avant d'arriver là. Mais tout à l'heure, j'ai noté aussi un sujet, moi, qui m'intéresserait énormément, c'est le côté facilitation et intelligence collective. Je sors d'une formation sur la facilitation, l'accueil, l'onboarding, la conclusion, les tours de parole. Donc, c'est plus dans la pratique. Après, c'est vrai que je suis fan aussi un peu de théorie cognitive. Mais bon, voilà, la liste serait longue. C'est pour ça que j'ai juste rebondi sur ce que tu avais noté. Tu vois, le pendant mnésique, le nombre d'or de Miller et de la pondération de Cohen, ça te parle sur Pas du tout. Non, la loi de Fit en ergonomie, ça c'est la usabilité, l'accessibilité, mais le nombre de Miller, c'est l'empamnésique, tu parles de l'empamnésique? Ouais, l'empamnésique, ce que tu es capable de retenir pour Miller. Okay. Et ça a été traduit sur de l'accessibilité. Donc, le temps de faire son choix dépend du nombre d'options. Et donc, on arrive, et ça, c'est la loi de X. Et voilà. Donc, c'est juste des petits tips et voir avec des captures d'écran, comme tu l'as fait sur un peu le nudge ou les affordances, comme tu l'as montré. Je trouve que c'est génial quand il y a à la fois du pratique et cette théorie-là à aller chercher par nous-mêmes. Ouais, l'empamnésique. Ouais. Ok, et par rapport au biais cognitif, Ou la tu pensais à quoi?
Les biais cognitifs, en fait, je vois des listes de dingue Ouais. dans tous les sens. C'est un gros problème. Et ouais, voilà, c'est ça. Si toi, justement, avec peut-être une rigueur un peu plus scientifique, tu as des ressources qui font foi, ou alors ou quelqu'un qui aurait euh, orienté plus sur l'application ou la prise en compte quand tu fais des interviews, ou, plus dans le côté pratique, hein, Ok. c'est sûr. Parce qu'en fait, il n'existe que 2 biais cognitifs, il n'y en a pas 500. Ah mince. Il y a les heuristiques de disponibilité et les heuristiques de représentativité, c'est tout. Mais on pourrait en parler, ouais, effectivement. Un truc qui est tout à fait possible, et je pense que ça pourrait vraiment être intéressant, c'est de faire une sorte de tutoriel, justement, méthode de recherche très facile où je vous explique rapidement comment faire un Google Form qui soit intéressant en termes de qualité de recherche. Puis après, comment on traite statistiquement les Données questions récoltées. ouais, les données récoltées très rapidement avec un outil qu'on utilise beaucoup en recherche, mais qui est très facile à utiliser et qui est gratuit, qui permet un peu de faire parler les données, mais de manière vraiment très basique, quoi, en 1 heure. Je garde cette idée en tête, ça peut être intéressant, justement. Enfin, Alexandre, tu me diras aussi si toi, tu trouves ça intéressant. Mais... Ouais, carrément. Et je me mets à ton service pour la mise en forme de ton slide si tu le souhaites. C'est gentil. Ok, l'empomnésique, on pourrait aussi en parler parce qu'il y aurait pas mal de choses à dire. En fait, c'est un peu le problème, c'est qu'il y a plein de pseudo-sciences qui circulent. Moi, je me suis beaucoup battu sur l'effet Dunning-Kruger, par exemple. Je ne sais pas si ça vous parle. Donc, c'est l'effet de surconfiance. Et puis, il y a plein de trucs comme ça où on raconte des choses, mais en fait, d'un point de vue scientifique, ça ne marche pas du tout comme ça. Donc, on pourrait faire un truc là-dessus. Ouais. L'empomnésique, les biais cognitifs. Dévisser les mythes qu'on peut voir trop facilement sur Internet et qu'on Ouais, prend pour argent comptant parce C'est que tout le monde les répète. Ouais. c'est ce que j'allais dire, ça peut être le côté un peu débunker la gamification en se concentrant du coup sur des éléments qui sont proches de la gamification. Ouais. ouais. Après, il faut voir si ça rentre dedans ou si on est vraiment un peu plus loin. Donc, on va peut-être on sera un petit passe-passe avec Alexandre pour voir. Moi, je vais faire une liste de trucs qui me paraissent intéressants et il me dit ça tu prends pas, un truc comme ça. Bon, après, le sujet, c'est la gamification, mais comme tu le vois, on est ouvert sur pas mal de Je choses vois parce que connexes, quoi. si on parle d'intelligence collective, enfin, moi, du coup, je m'intéresse beaucoup à la créativité de groupe. Il y a un article que vraiment je trouve incroyable sur la créativité. Et je pense que ça pourrait vraiment intéresser beaucoup de monde de s'intéresser à ça, quoi. Ouais, Common Method Bias, je connais pas. j'ai pas Faudrait proposé, googler. mais effectivement, une conclusion sur ton travail de thèse, ce serait super cool aussi. Ouais, ouais. Faut déjà que je rédige. Faut déjà que je Oui, la rédige, oui, quand même, forcément. Forcément. mais ouais. Sur les biais dans les méthodes, ouais, ça c'est un article du coup sur les biais dans les méthodes comportementales. Bon, faut se méfier un peu parce que ça date de 2003. Il faut savoir qu'il y a eu une crise de reproductibilité en 2016 et que depuis 2016, les études n'ont plus rien à voir avec ce qui se fait avant. Et moi, j'ai tendance à dire un peu rapidement que tout ce qui s'est fait avant 2016, il faut mettre à la poubelle en attendant de les avoir répliqués pour s'assurer que ça fonctionne. Donc là, les études que je vous ai montrées, elles datent de 2019, les deux, parce que ça me paraissait important de vous parler de l'actualité de la recherche. Empiriquement parlant, est-ce que le fait de faire une cartographie des acteurs et une carte conceptuelle issue d'une étude quanti pourrait être intéressant? À l'histoire, on va un peu déborder si je vous parle de l'histoire de 2016. Enfin, on a déjà beaucoup débordé. Mais si tu tapes crise de la reproductivité sur Internet, il y a une page Wikipédia qui t'explique un peu tout ça. Mais en gros, tout ce qui est fait avant 2016, il faut tout jeter à la poubelle. En fait, en science, on aime bien dire quelque chose n'est pas prouvé tant qu'on n'a pas réussi à le prouver. Et en gros, tout ce qu'il y a, en gros. Et voilà. Ouais, par rapport à la question de Mourad, moi je ne saurais pas du tout y répondre. Le fait de faire une cartographie des acteurs, une carte conceptuelle issue d'une étude quali et quanti, moi j'ai jamais fait ça. Donc je ne sais pas. Les études quanti, ouais. Ouais, c'est ça, c'est le principe de Kuhn. Ouais. D'ailleurs, hop, j'ai le livre de Kuhn juste à côté de moi. Comme ça, je peux le sortir n'importe quand. Mais ouais. Non, la crise, elle concerne toutes les sciences. Elle a concerné d'abord la psychologie cognitive, où on s'est rendu compte que l'IRM fonctionnel, ça ne marchait pas du tout en 2012. La psychologie sociale en 2015. Et après, il y a eu toute la médecine, la biologie, enfin, tout s'est un petit peu effondré de manière générale, quoi. Et
c'est très long de reconstruire l'état actuel de la science. Enfin, il y a des choses qui se passent bien dedans, mais c'est très compliqué. Moi, je me suis beaucoup spécialisé dans la reproduction d'études. Et je ne sais plus qui c'est qui parlait de publish or perish, mais du coup, c'est un gros problème parce que quand on reproduit des études, en fait, on n'arrive pas à les publier parce qu'on nous dit que ce n'est pas intéressant. Et je me suis un peu saboté là-dedans, mais on s'en sort bien. Et voilà, on essaye de faire une recherche un peu plus propre maintenant que ce que c'était avant 2016, quoi, où c'était vraiment n'importe quoi. Voilà, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire de la recherche en psychologie là dans les quelques minutes qui nous restent, mais voilà. Bon, moi, je garde un peu les idées qu'on a données. Et je trouve que c'est une très bonne idée là, de faire un petit tutoriel d'1 heure sur les questionnaires et le traitement des données par la suite. Et une petite foire aux questions sur tout un tas de choses d'intéressantes pour vous aussi. Ouais. C'était quelque chose qu'on avait commencé à faire en début d'année, le volet foire aux questions, et ça marchait plutôt pas mal. Donc ça peut être un truc effectivement qu'on propose en donnant une thématique un peu en particulier pour que les gens posent des questions qui soient en lien. Ouais. Mais ouais, carrément, ça peut être des bonnes idées. Ok. Eh bien, top. Eh bien, merci. Ouais, alors par rapport à Romain qui dit donc on espère être invité à ce meet-up, le plus simple c'est tout simplement d'être inscrit sur le groupe meet-up sur lequel il y avait l'événement du coup d'aujourd'hui. Vous avez normalement des notifications quand des nouveaux meet-ups se font, en fonction de comment vous avez réglé les notifs forcément. Et sinon, une autre façon de suivre tout ça, c'est de rejoindre la communauté feedback. J'ai mis le lien sur le chat pour ceux qui ne sont pas encore présents. Donc, c'est une communauté où on discute de gamification, tout simplement. Donc, il y a pas mal de choses qui se passent, et notamment, du coup, on annonce les meet-up aussi à l'avance ici. Eh bien, il va être temps de conclure, alors. Carrément, on va aller manger. C'est ça. Non, ouais, carrément. Et puis, merci beaucoup pour la conférence. Merci pour C'était l'invitation. top. Ouais, on Et aura merci à l'occasion tous pour vos messages. d'en refaire. Avec plaisir. Et bien, passez à tous une bonne soirée. Et puis à la prochaine. Ouais, bonne soirée. À bientôt. Bye. Bonne soirée, au revoir.